Bonjour Marie-Christine Leduc. Bonjour Stéphane Paoli. Faut-il rappeler, Marie-Christine, que vous êtes en charge à la rédaction de France Inter des questions de l'enseignement et plus généralement de l'éducation. Depuis une quinzaine d'années, la violence à l'école est devenu un sujet de préoccupation internationale au centre de nombreux travaux, et à la fin de la semaine dernière s'est tenue à Bordeaux une conférence mondiale qui a permis à 120 chercheurs de 35 pays de présenter les différents programmes mis en place chez eux pour lutter contre la violence scolaire et ce que l'on appelle désormais les incivilités. Une conférence à laquelle vous avez participé, Marie-Christine. Première question, peut-on dire que ces actes de violence sont partout de même nature? Oh oui, pratiquement. Ce sont des bagarres entre élèves, du racket, des insultes au quotidien, beaucoup plus souvent en tout cas que ce qu'on a vu heureusement à Étampes il y a quelques jours. Alors s'il n'y a pas de solution miracle, Éric Debarbieux, qui préside l'Observatoire international de la violence à l'école, martèle depuis 15 ans que la priorité c'est de travailler ensemble, de mieux former les maîtres, d'associer les parents, plutôt que de brandir le bâton et la punition. Les choses sont assez simples. Une des conditions essentielles pour se protéger de la violence à l'école dans un établissement donné, c'est le travail en équipe et c'est l'importance de la stabilité des équipes. On est très en France, je dirais presque hystérique sur le fait qui est le coupable. L'enseignant, qui est le coupable? Le parent? Bon, plutôt le parent, donc on va supprimer les allocations familiales. Mais non, attendez, la violence à l'école, ça se règle collectivement. Bon, donc à ce niveau-là, premier niveau, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Mais à apprendre aussi, par exemple, des politiques de formation. Autrement dit, il faut inscrire dans la formation et dans la pratique routinière, je dis bien routinière, des enseignants. Parce que ça ne passera pas autrement comme ça, même s'ils ne le veulent pas actuellement. En attendant, ce qu'il faut d'abord traiter, c'est la violence telle qu'elle est, c'est-à-dire une violence au quotidien, pas par des mesures peut-être sensationnelles et réactive, mais en pensant réellement la prévention. C'est pas mettre des policiers dans les écoles qui réglera le problème. On est en train d'essayer une politique de l'annonce du tout répressif, ça m'inquiète. Voilà, Éric Debarbieux fait à l'instant référence aux récentes déclarations de plusieurs ministres concernant les sanctions à l'encontre des familles et donc la présence de policiers dans les établissements les plus difficiles. Ah oui, c'est une mesure qui ne passe pas en France, pas plus chez les élèves d'ailleurs que parmi les personnels. Alors ils réclament quoi, les élèves et les personnels? Plus d'infirmières, plus d'assistantes sociales, des surveillants et puis des structures pour accueillir les enfants dont personne ne veut. Alors en revanche, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, la présence policière est désormais très répandue. Ça se passe depuis la fin des années 80. Écoutez ce que disait à Bordeaux la semaine dernière Finn Hadj Esbesen. Il est chercheur à l'université du Missouri à Saint-Louis. La police dans les collèges, les lycées, voire même les écoles primaires est quelque chose de tellement normal aujourd'hui aux États-Unis qu'il m'est difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le rôle des policiers varie. Dans certaines écoles, ce sont de vrais conseillers scolaires ou sociaux, comme des amis pour les élèves. Dans d'autres, ils ont juste pour fonction de faire appliquer la loi, uniquement dans le cadre de l'école. S'il y a un meurtre de l'autre côté de la rue, ce n'est pas à eux d'intervenir. Et l'on peut dire que les proviseurs, les enseignants et les parents sont ravis de leur présence. Quant aux policiers qui ont généralement déjà 15 ou 20 ans de carrière derrière eux, ils sont tous volontaires pour ces programmes. Ils en ont marre d'arrêter des gosses dans la rue. Ils veulent réussir à les empêcher d'agir par la prévention. C'est comme ça qu'ils estiment être les plus utiles pour les enfants. Alors les pays nordiques, vous le savez, sont souvent montrés en exemple pour leurs bons résultats scolaires et la façon dont ils traitent bien leurs élèves, mais pourtant ils ne sont pas épargnés. Quand un jeune dérape, ce sont ses camarades de classe, nommés médiateurs, qui cherchent avec les adultes la solution la plus adaptée pour aider la victime sans humilier son agresseur, qui peut être sanctionné par un travail d'intérêt général. Au Canada, on mise aussi sur une meilleure formation des enseignants et Gilles Royer de l'Université de Laval à Québec confirme qu'il était grand temps de s'y atteler. Au Québec, environ 20% des jeunes enseignants quittent le métier dans les 5 premières années parce que justement ça brasse, une expression québécoise, ça brasse trop dans les classes. C'est rarement des agressions physiques, c'est la plupart du temps de l'indiscipline ou des situations d'escalade verbale avec les élèves. Quand c'est des choses qui, comme telles, vous vous dites, moi, comme éducateur, si c'était mon propre enfant, je ne pourrais pas laisser passer ça. Vous devez intervenir. Il faut que je sache quoi faire. Il faut que je sois appuyé dans l'école où je travaille, de manière que ce soit véritablement une prise de conscience dans l'ensemble de l'établissement. Et moi, je ne me retrouve pas seul au front. Donc, c'est pas une question de recette, c'est une question de savoir-faire. De plus en plus, il y a des choses particulières qui sont mises en place pour former les enseignants sur comment composer ou prévenir, surtout, les conduites agressives des jeunes,
parce que ça devient une question de survie professionnelle pour un certain nombre d'entre eux.